La rencontre des experts des pays membres du CAMES précède l'ouverture de la session du Conseil des ministres. Elle balise le terrain pour des décisions au niveau étatique qui engagent la politique de la recherche et de l'innovation au niveau supérieur. Comme vous pouvez le constater, à travers le calendrier qui est proposé et l'ordre du jour à exécuter, le travail des experts qui alimente la réflexion des ministres devrait se réaliser avec méthode et efficience. Si nous comptons respecter le temps imparti, tout en permettant, à travers nos projets de résolution, de décision ou d'avis, d'impacter davantage qualitativement notre institution cinquantenaire depuis l'année dernière. Les travaux de la rencontre de Cotonou, qui marque la 36e session des conseils des ministres, portent essentiellement sur les litiges dont fait l'objet le CAMES, la relecture des tests juridiques qui fondent l'institution, l'examen des procédures d'inscription au concours sur les listes d'aptitudes, le programme de reconnaissance et d'équivalence des diplômes et surtout l'évaluation du plan stratégique 2014-2019 adopté 6 ans plus tôt. L'orientation que vous donnerez à chacun des dossiers soumis à votre examen aura à l'avenir des répercussions certaines sur la qualité de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique dans chacun de nos pays. C'est pourquoi je vous invite à beaucoup d'objectivité et de discernement dans vos analyses, mais surtout à un sens élevé de responsabilité, car vos travaux touchent sans contexte à la définition des politiques d'éducation et partant de développement de nos pays respectifs. La rencontre des experts prend fin ce 28 mai. Elle fait place à la session des ministres du 30 mai prochain, toujours dans la capitale béninoise. Après le bureau politique national du Modem Lumana, c'est à la coordination régionale de Niamey, sous la direction de Seni Yakouba, de donner de la voix. La structure a organisé une séance de lecture du Saint-Coran et d'invocation au profit de Hamamadou face aux épreuves qui, selon le parti, lui sont injustement imposées par ses adversaires politiques au pouvoir. Ses partisans dénoncent un acharnement et rejettent les accusations du ministère de la Défense qui a porté plainte contre lui. Nous assistons à une déconfiture et une débandade politique couronnée par une incapacité notoire de ce régime à trouver des solutions idoines aux maux qui minent le Niger et son peuple. La seule interrogation du chef de file de l'opposition sur l'origine des crimes, les motivations et les cibles réelles qui déstabilisent. Toutes ces manœuvres, selon les fidèles de Hamamadou, visent à lui ôter toute envie de revenir au pays et de se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2021. Mais advienne que pourra, estiment ses partisans, Hamamadou va bientôt rentrer au pays et il sera le porte-flambeau du modèle Lumana. Nous constatons en 8 ans de malgouvernance jamais égalée en Afrique noire que le point faible de ce régime reste et demeure le refus d'assumer sa responsabilité sur toutes les dérives, et cela est tristement toujours amputé, malheureusement, à un adversaire politique considéré méchant. La jeunesse de Lumana, de Niamey, apporte son soutien à la déclaration du bureau politique national du Modern FA Lumana Africa en date du 24 mai 2019. Apporte son soutien indéfectible au président du parti qui reste et demeure le seul et unique candidat aux prochaines élections présidentielles. Nous avons choisi son excellence à Hamamadou. En contre-attaque, les partisans du chef de file de l'opposition exigent une enquête parlementaire sur le ministère de la Défense. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et la présidence de l'Église du Christ au Congo, ECC, qui réunit la majorité des églises protestantes de la République démocratique du Congo, exige de la commission électorale et du gouvernement l'organisation des élections locales qui vont mettre fin au système des nominations des dirigeants. La pétition doit être soumise à signature dans les paroisses pour une durée non précisée. Les deux églises dénoncent une démocratie locale confisquée par des dirigeants nationaux et provinciaux, sans mentionner de date pour la tenue du scrutin. Début 2018, la CENCO avait soutenu les marches d'un collectif catholique réclamant le départ de l'ancien président Joseph Kabila et l'organisation de l'élection présidentielle. L'opposant Félix Tshisekedi a finalement été proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier. Les proches de l'ex-président Kabila ont gardé la majorité au Parlement, selon ces mêmes résultats officiels.
La conférence épiscopale de l'Église catholique a contesté les résultats publiés par la commission électorale, considérant qu'ils n'étaient pas conformes à ceux de ces 40 000 observateurs déployés dans les bureaux de vote à travers le pays. L'Église catholique est considérée comme une voix critique contre tous les régimes qui ont dirigé le pays depuis son indépendance de la Belgique en juillet 1960. Depuis fin 2017, la présidence de l'ECC se rapproche des positions de la SENCO sur des questions socio-politiques. En République démocratique du Congo, 8 églises sont officiellement reconnues par l'État dans le cadre de la composante confession religieuse de la société civile. Face à la gravité de la crise politique, Quelques 10 millions de Malgaches étaient appelés aux urnes ce lundi pour choisir leurs députés. Une élection qui s'est déroulée dans le calme mais sans grand engouement. Le taux de participation pour ces élections législatives était très faible, a déclaré le vice-président de la CENI, Thierry Rakoto-Narivo, lors d'une conférence de presse à Antananarivo. Dans certaines circonscriptions, nous avons vu des taux de 50 à 60%, dans d'autres même pâtissent selon lui. Le taux de participation dans tout le territoire en général est de 31%, a-t-il précisé, déplorant une crise de la démocratie à Madagascar et le désintéressement des électeurs pour l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Une participation faible pour ces élections législatives qui traduit une lassitude chez les Malgaches. La précédente législature avait été entachée d'affaires de corruption. J'ai ma carte d'électeur, mais je n'ai pas du tout envie d'aller voter, confie un électeur de 32 ans. La plupart des candidats sont juste de beaux parleurs qui veulent attirer les électeurs. Mais une fois qu'ils ont obtenu leur siège, ils agissent pour leurs propres intérêts. Donc, ce ne sont pas des porte-parole du peuple, mais des égoïstes. À la présidentielle, j'ai voté blanc. Les histoires des politiques me fatiguent. Cette élection oppose aussi 2 grands clans, l'IRD, la plateforme qui soutient le président Andry Rajoelina, et le team de l'ancien chef d'État Marc Ravalomanana, candidat malheureux au second tour de la présidentielle. Les élections législatives étaient organisées 5 mois après le deuxième tour de la présidentielle. La CENI doit annoncer les résultats provisoires des législatives le 15 juin prochain. La première journée du dialogue national promis par Macky Sall lors de sa prestation de serment pour un second mandat le 2 avril dernier s'est déroulée dans la salle des banquets du palais présidentiel. À cette occasion, les leaders religieux, les représentants de la majorité et de l'opposition, de même que les membres de la société civile, ont enchaîné les prises de parole pendant plus de 6 heures. Dans son discours inaugural, le chef de l'État Macky Sall a appelé à la bonne volonté de toutes les composantes de la nation pour bâtir ensemble une gouvernance concertée. J'ai toujours pensé que la démocratie ne saurait et ne devrait être réduite à la confrontation permanente entre pouvoir et opposition, entre majorité et minorité, a-t-il déclaré. L'opposition, qui dénonce un accaparement des principaux leviers du pouvoir par Macky Sall, après notamment l'adoption au pas de charge d'une révision constitutionnelle supprimant le poste de Premier ministre dès l'entame de son second mandat, a réagi en ordre dispersé à l'appel au dialogue. Si les représentants de 2 ex-candidats, Madické Niang et Issa Sall, étaient bien présents ce mardi, ceux des 2 autres, l'ex-premier ministre Idrissa Seck et le député Ousmane Sonko, figure montante de l'opposition, était en revanche absent. En ce qui concerne le parti de l'ancien président Abdoulaye Wade, il a officiellement boycotté la rencontre, mais son coordonnateur, Omar Sarr, n'a pas suivi la consigne et a assisté au lancement du dialogue. Le chef de l'État namibien et président en exercice de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC a annoncé dans la journée de ce lundi le rejet de la demande d'adhésion du Burundi à l'organisation sous-régionale. Selon Hadji Gengob, cela est dû au mauvais fonctionnement du processus démocratique dans ce pays. Cette décision est consécutive au rapport produit par une mission d'évaluation de la SADC qui a séjourné au Burundi. Elle a conclu que le pays ne remplissait pas les conditions d'admission au sein de cette organisation
qui regroupe 16 membres. Et pourtant, le Burundi s'est beaucoup investi pour son intégration dans la communauté sous-régionale d'Afrique australe. Les diplomates burundais, avec à leur tête le ministre des Affaires étrangères, Ezekiel Nibigira, ont vaillamment défendu le dossier burundais au siège social de la SADC à Gaborone. L'argument principal mis en avant par la diplomatie burundaise est la stabilité du pays et le fait que le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, ait été démocratiquement réélu. C'est la deuxième fois que la demande d'adhésion du Burundi à l'Organisation d'intégration des pays d'Afrique australe est rejetée. Elle avait déjà été rejetée une première fois en février 2017. Cyril Ramaphosa a présenté son nouveau gouvernement, un des rares gouvernements paritaires de la planète, après avoir mené son parti, le Congrès national africain, à la victoire aux élections législatives du 8 mai dernier. Depuis son arrivée au pouvoir il y a un an, Ramaphosa répète qu'il va tourner la page du règne de Jacob Zuma, terni par une litanie de scandales politico-financiers qui ont éclaboussé l'État et le parti. Pour les observateurs, Zuma avait augmenté le nombre de ministères afin de s'assurer des obligés et augmenter son influence. Pour améliorer la cohérence, la coordination et l'efficacité, nous réduisons le nombre de ministres de 36 à 28, a déclaré Ramaphosa dans une allocution télévisée, car beaucoup de gens pensaient que notre gouvernement était obèse. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, la moitié des ministres sont des femmes, a-t-il ajouté. Il s'est également exprimé sur la captation étatique, le terme utilisé pour décrire la corruption gouvernementale sous Zuma. Tous les Sud-Africains sont extrêmement conscients des graves problèmes économiques que subit notre pays, a-t-il lancé. Il est donc impératif que nous fassions une priorité de la revitalisation de notre économie et de la meilleure utilisation possible des fonds publics. Le président a maintenu en poste le ministre des Finances Tito Mboweni ainsi que son controversé fils président David Mabuza, dont le nom a été évoqué dans des affaires de corruption et de meurtre politique. Cyril Ramaphosa, un militant anti-apartheid qui a fait fortune dans les affaires, fait face à de nombreuses résistances pour réformer son pays, souffrant de chômage chronique, d'inégalités sociales, de tensions raciales et d'une forte criminalité. Après 2 années d'attente, les partisans d'Étienne Tshisekedi peuvent enfin se recueillir devant la dépouille de leur leader. En provenance de Belgique, son cercueil recouvert du drapeau congolais est arrivé dans la nuit de jeudi à Kinshasa. C'est vraiment une soirée inoubliable pour nous autres, pour la jeunesse congolaise. Nous avons vraiment beaucoup aimé le papa Étienne Tshisekedi et sa lutte. Un homme qui a lutté pour le pays, pour le bien-être du pays. Aujourd'hui, on a une démocratie. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour célébrer, non pour plairer, mais pour célébrer une lutte qui lui a coûté toute sa vie. Le corps de l'ex-opposant congolais sera exposé ce vendredi au Stade des Martyrs avant d'être inhumé samedi à Lansele. 6 chefs d'État africains ont été annoncés à prendre part aux obsèques. Parmi eux, celui de l'Angola, du Congo-Brazzaville, du Rwanda et du Togo. Figure de l'histoire de la République démocratique du Congo et père de l'actuel président Félix Tshisekedi, Étienne Tshisekedi est décédé à l'âge de 84 ans le 1er février 2017 à Bruxelles, où il venait se faire soigner. Sa dépouille reposait depuis dans un funérarium de la capitale belge, faute d'accord entre sa famille et l'ancien régime du président Joseph Kabila pour son rapatriement et l'organisation des obsèques. La situation s'est éclaircie avec l'investiture le 24 janvier dernier de son fils Félix, proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre dernier.